Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Sonatine, présentent Nécrologie de Paul Cleave, interprété par Philippe Paulet. Première partie. Des ongles bleus. C'est à cause d'eux que je suis ici, debout dans le vent froid, tremblant. Les ongles bleus ne m'appartiennent pas. Ils sont attachés à quelqu'un d'autre, un type mort que je n'ai jamais vu. Le soleil de Christchurch qui me brûlait la peau plus tôt dans l'après-midi s'en est allé. C'est le genre de temps changeant auquel je suis habitué. Il y a 1 heure, je transpirais, il y a 1 heure, je voulais prendre ma journée et aller à la plage. Maintenant, je suis content de ne pas l'avoir fait. Mes propres ongles sont probablement en train de virer au bleu, mais je n'ose pas regarder. Je suis ici à cause d'un type mort. Pas celui qui se trouve dans la tombe devant moi, mais un autre, qui est toujours à la morgue. Il a l'air aussi décontracté que possible pour un type qui a été découpé et recousu comme une poupée de chiffon. Décontracté pour un type qui est mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Je resserre ma veste autour de moi, mais elle n'est d'aucune utilité contre le vent glacial. J'aurais dû m'habiller plus chaudement. J'aurais dû regarder le soleil éclatant il y a 1 heure et deviner la tournure que prendrait la journée. La pelouse du cimetière est haute par endroits, surtout autour des arbres, dans les zones que la tondeuse ne peut atteindre, et elle ondoie dans toutes les directions autour de moi, comme si j'étais l'épicentre d'une tempête. Ailleurs, là où il y a beaucoup de passages, elle est courte et brune, asséchée par le soleil. Les arbres alentours sont des chênes épais qui craquent bruyamment et déversent des glands parmi les pierres tombales. Ceux-ci claquent sur les dalles de ciment, tels des os de cadavres lançant des SOS. L'air est aussi froid et poisseux que dans une morgue. J'aperçois les premières gouttes de pluie sur le pare-brise de la pelleteuse avant de les sentir sur mon visage. Je tourne les yeux vers l'horizon, où les pierres tombales couvertes de moisissures s'étirent à perte de vue, les morts gagnant en nombre et s'étalant vers le centre-ville. Le vent redouble, les feuilles de chêne bruissent tandis que les glands pleuvent de plus belle, et je tressaille lorsque l'un d'eux me tombe dans le cou. Je lève la main et l'ôte de mon col. Le moteur de la pelleteuse gronde bruyamment lorsque le conducteur, un type obèse dont la charpente dépasse de la portière, la positionne. Il a l'air aussi heureux que moi d'être ici. Il pousse et tire divers leviers, son visage raidi par la concentration. Le moteur hoquette tandis qu'il approche la pelleteuse de la tombe, puis frémit et s'emballe lorsque le godet mord le sol durci. Il s'enfonce, se redresse, se remplissant de terre. La cabine pivote et la terre est déversée en tas sur une bâche proche. Le gardien du cimetière, un jeune type, observe attentivement. Il peine à allumer une cigarette dans le vent qui gagne en force, ses mains tremblant presque autant que ses épaules. La pelleteuse déverse 2 autres bordées de terre avant qu'il laisse tomber et enfonce ses cigarettes dans sa poche. Il me lance un coup d'œil que je ne parviens pas à interpréter, probablement parce qu'il ne croise mon regard qu'une fraction de seconde avant de détourner les yeux. J'espère qu'il ne va pas venir me voir pour râler sous prétexte que nous expulsons quelqu'un de sa dernière demeure, mais il ne le fait pas. Il se contente d'observer le sol creusé. Les vibrations de la pelleteuse pénètrent mon corps par mes pieds, provoquant un fourmillement dans mes jambes. L'arbre derrière moi les sent aussi, car il me canarde le cou de gland. Je quitte son ombre et avance sous le crachin, manquant de me tordre les chevilles sur les racines noueuses qui ont percé le sol. Il y a un petit lac à environ une 15aine de mètres, à peu près de la taille d'une piscine olympique. Il est complètement encerclé par le cimetière, alimenté par un ruisseau souterrain.
C'est le principal attrait des lieux, même si l'on ne vient pas ici pour s'amuser. Certaines tombes sont tout près de l'eau, et je me demande si les cercueils sont endommagés par l'humidité. J'espère que nous ne sommes pas sur le point d'extraire une boîte pleine de flotte. Le conducteur s'interrompt pour se passer la main sur le front, comme si le fait d'actionner tous ses leviers lui donnait chaud dans le froid glacial. Son gant laisse une traînée de graisse sur sa peau. Il regarde en direction des chênes et de l'herbe luxuriante du lac immobile. Il a probablement l'intention d'être enterré ici un jour. C'est ce que tout le monde se dit en venant ici. Bel endroit pour être enterré. Mignon, joli paysage, paisible. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Comme si les morts avaient quoi que ce soit à foutre que quelqu'un vienne abattre ces arbres. Mais bon, je suppose que, quitte à être enterré quelque part, ce cimetière l'emporte sur un paquet d'autres que j'ai vus. Une camionnette à plateau se ferait un chemin parmi les pierres tombales. Une bande rouge décorative a été collée tout autour et des dés en fourrure ont été suspendus au rétro pour faire joli. Mais elle n'a pas été lavée depuis des mois, et les points de rouille au bord des portières et sur le pare-choc ont été ignorés. Elle se gare près de la tombe. Un chauve, en salopette grise, descend du côté du conducteur et s'enfonce les mains dans les poches pour regarder le spectacle. Un type plus jeune descend de l'autre côté et se met à bitouiller son téléphone portable. Ils n'ont pas grand-chose à faire d'autre, tandis que la pile de terre s'élève de plus en plus haut. Je vois des gouttes de pluie canarder le lac, de minuscules gouttelettes bondissant vers les cieux. J'avance jusqu'au bord de l'eau. C'est toujours mieux que de regarder l'opérateur de la pelleteuse faire son boulot. Je sens toujours les vibrations. De petites poignées de terre dévalent la rive du lac et plongent dans l'eau. Des touffes de lin, de fougères et quelques peupliers sont éparpillés autour du lac. De grands roseaux jaillissent près du bord, dressés vers le ciel. Des branches brisées et des feuilles détrempées sont agglutinées contre la berge. Je me tourne de nouveau vers la pelleteuse lorsque j'entends le godet racler le couvercle du cercueil. On dirait un bruit d'ongles sur un tableau noir et ça me fait encore plus frissonner que le froid. Le gardien tremble désormais sérieusement. Il a l'air transi et furieux. Jusqu'à ce que la pelleteuse arrive, j'ai cru qu'il allait s'enchaîner à une pierre tombale pour empêcher qu'on déterre un de ses locataires. Il était intarissable sur les implications morales de ce que nous allions faire, à croire que nous nous apprêtions à déterrer le cercueil pour le mettre dedans. L'opérateur de la pelleteuse et les deux types de la camionnette enfilent des masques de protection qui leur couvrent le nez et la bouche, puis ils sautent dans le trou. Le type obèse se déplace avec une aisance surprenante. Tous trois disparaissent comme s'ils avaient découvert un accès caché à un autre monde. Il reste quelque temps accroupi, se demandant apparemment comment fixer la chaîne entre le cercueil et la pelleteuse. Une fois la chaîne attachée, l'opérateur reprend sa place et les autres s'extirpent du trou. Il s'essuie de nouveau le front. Réveiller les morts est un boulot qui fait transpirer. Le moteur s'emballe lorsqu'il soulève le cercueil. La camionnette démarre et s'approche un peu en marche arrière. Tandis que les deux engins frémissent violemment, de nouvelles poignées de terre glissent le long de la rive et tombent dans l'eau. Dans le lac, à environ 5 mètres de la rive, je vois des bulles remonter à la surface, puis un amas de boue. Mais il y a autre chose, quelque chose de sombre, qui ressemble à une tache d'huile. Un bruit sourd retentit lorsque le cercueil est abaissé sur le plateau de la camionnette. Les suspensions grincent sous son poids. J'entends les trois hommes échanger quelques paroles rapides, hurlant presque pour se faire entendre par-dessus le bruit des moteurs. Le gardien du cimetière a disparu. La pluie s'intensifie. La tache sombre qui s'élève sous l'eau perce la surface. On dirait un énorme ballon de baudruche noire. J'ai déjà vu de tels ballons. Ils ne sont jamais ce qu'on espère. « Hé mec, vous voulez peut-être jeter un coup d'œil à ça ?» me lance l'un des hommes. Mais je suis trop occupé à regarder autre chose. « Hé, vous m'entendez ?» La voix est désormais plus proche. « On a quelque chose à vous montrer. » Je lève les yeux en direction de l'opérateur qui marche vers moi. Le gardien commence également à s'approcher.
Les deux hommes regardent dans l'eau sans dire un mot. La bulle noire n'est en fait pas une bulle, mais le dos d'une veste. Elle flotte dans l'eau et un objet gros comme un ballon de foot y est relié. Un ballon de foot avec des cheveux. Et avant que je puisse répondre, une autre forme remonte à la surface dans un tourbillon de bulles, puis encore une autre, à mesure que le lac relâche son emprise sur le passé.